Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Je n'ai rien à vous dire. Avant de commencer, je tiens à te remercier d'avoir cliqué, d'être ici à l'écoute et je t'invite, si cet épisode te plaît, à le liker, à le commenter, à le partager avec des personnes pour lesquelles ça pourrait résonner. Et si tu m'écoutes sur YouTube, à cliquer sur la cloche pour t'abonner à la chaîne et être sûr de recevoir les épisodes au moment de leur sortie. Pour me présenter rapidement, je suis Hélène, énergéticienne et art thérapeute, et j'ai créé ce podcast pour partager avec toi mes expériences, mes réflexions, mes prises de conscience qui me permettent d'être celle que je suis aujourd'hui. Et peut-être, à travers ces partages, te donner des éléments qui vont permettre d'éclairer ton propre chemin. En préparant ce deuxième épisode, en me demandant quel sujet j'allais pouvoir aborder, j'avais plusieurs sujets sur ma liste. Et la vie étant bien faite, une conversation en WhatsApp m'a aidé à choisir le sujet. En effet, dans cette conversation, une personne a posé une question et cette question m'a interpellée. Je me suis demandé quelle était sa raison d'être, quelle était l'intention derrière cette question. Et moi, ce qui m'est venu, c'est le mot comparaison. Et je me suis demandé alors pourquoi nous avions ce qui pour moi peut apparaître comme un réflexe de se comparer aux autres. Pourquoi nous avons l'habitude d'aller regarder la vie des autres, leur façon de s'habiller, d'être, leur physique et de se comparer. Ça m'a vraiment intriguée, je me suis demandé d'où ça pouvait venir, pourquoi on le faisait, quels étaient les bénéfices et les inconvénients de cette comparaison et est-ce qu'il y avait des moyens de sortir de cette comparaison? D'où le thème d'aujourd'hui, comparaison égale poison. En me posant la question de d'où pouvait venir cette habitude de comparaison, je n'ai pas eu à chercher bien loin. Hem, Moi, l'exemple qui m'est revenu, c'est en étant petite, enfin en étant en classe de CM2. Donc, je revois, tout à fait la classe et la disposition et le moment très précis où, monsieur Muller, un enseignant merveilleux, qui avait cette habitude de rendre les interrogations en donnant les notes de la plus basse à la plus haute. Et je me revois encore. Je vois même encore comment on se regardait tous les uns les autres en se demandant: «Mais et toi tu seras où? En bas, au milieu, en haut?» En sachant qu'en général, en haut, la petite bataille, c'était entre Pierre, Célestine et Lucie, qui des 3 aurait la meilleure note. Et donc je revois encore cette scène où tu es à ta table et t'attends un peu fébrile, d'avoir ta note. Tu sais plus ou moins si tu as réussi ou pas et juste le fait d'être affiché comme ça devant tout le monde, il y a ce sentiment un peu de honte qui pouvait, survenir quand, ben, moi je j'étais pas très à l'aise avec les mathématiques, donc les interros de mathématiques. Quand ils les rendaient, je savais qu'en général, j'allais pas être en haut du de la liste. Mais voilà, en fait, là, ce qui me vient et en plus en tant qu'ancienne enseignante, c'est qu'à ces moments-là, la comparaison est complètement inutile. Qu'est-ce que ça te sert d'aller te comparer aux voisins d'à côté? Si Kevin est super balèze en maths, que c'est la discipline qu'il adore et moi, c'est celle où je rame, bah, forcément, il y a de fortes chances qu'il ait une meilleure note que moi. Donc me comparer à lui, c'est idiot parce que j'ai pas les mêmes compétences que lui en maths, j'ai pas le même attrait, le même intérêt pour les maths que lui et ça on en discutera un petit peu plus tard. Mais ce qui aurait été intéressant, c'est de me comparer à là où j'en étais sur la même notion, à un moment donné et où j'en suis à un autre moment donné, un peu plus tard, voir ma progression personnelle. Cet effet des notes, pour moi, ça engendre juste le fait de se comparer aux autres, alors qu'en fait, il faudrait plutôt s'intéresser à se comparer à soi-même, comme objectif de progression. Là, j'avais rien compris, là, j'ai compris à moitié et là, j'ai tout compris. Ou qu'est-ce qui me reste encore à comprendre? Mais cette notion de note, c'est pour moi, en tout cas, quelque chose qui m'a profondément marquée et je pense que tu peux facilement trouver dans ta scolarité une scène où la distribution des notes a été un véritable calvaire. Je le vois encore dans ma vie d'adulte, en formation d'art thérapeute, quand on savait qu'on avait une évaluation, quelque chose à rendre, la question de la note, ça revenait très régulièrement.
alors qu'on avait tous plus de 30 ans, ou enfin, allez, tous plus de 25 ans. Donc, comme quoi, ça marque, c'est très marquant. Et voilà ce que ça génère dans notre vie d'adulte, cette idée de classement par note ou par appréciation. Et je l'ai vu aussi, parce que ça se joue pas seulement sur l'aspect des notes et des évaluations, mais en maternelle, j'ai pu constater très vite que les enfants avaient vite conscience si un échange était équitable ou pas, si une relation était équitable ou pas, entre adultes ou entre enfants d'ailleurs. Et c'était aussi amusant d'observer, alors peut-être un peu moins en maternelle, quoique ça se jouait déjà aussi, mais avec les plus grands, tu peux très facilement observer les enfants qui savent très bien plutôt avec qui ils doivent être. Elles vont plutôt aller avec elle parce qu'elle, elle a plein de copines et pour jouer, c'est plus facile. Plutôt être avec lui parce que lui, bon, on se marre bien et en plus, il se fait pas prendre quand il fait des bêtises. Voilà, c'est déjà sur l'aspect social, on a déjà ça. Et puis, c'est un petit peu le sujet aussi du moment, c'est de vouloir remettre l'uniforme à l'école pour éviter la comparaison. Mais on voit bien que ça se joue déjà dès l'enfance, dès l'école. J'ai un autre exemple qui me vient. J'ai une demi-sœur que je n'ai jamais connue. Pourtant, ma mère passait son temps à me comparer à elle ou à me comparer aux filles de ses copines, de ses amies. Et un tel ceci, et un tel cela, et un tel machin. En général, pour valoriser l'autre par rapport à moi. Donc là, la comparaison, j'ai tout de suite conclu qu'elle démarrait très très tôt et que les mécanismes de comparaison se mettaient en place très très vite et dès la scolarité, l'école favorisant, je pense, cette, euh, cet aspect de comparaison. Alors j'aurais pu arrêter là en me disant, bon bah oui, comparaison égale poison. Mais quand une question me chatouille ou une situation, j'ai l'habitude de me poser la question des bénéfices. Donc là, quels sont les bénéfices de la comparaison? Là encore, je n'ai pas eu à chercher bien loin. Un exemple m'est revenu assez rapidement. J'ai passé il y a quelque temps un week-end à Paris avec un coach et en écoutant ce coach, en comprenant un peu comment il fonctionnait, alors avec le peu de connaissances que j'ai de lui évidemment, mais j'ai pu observer qu'on avait quand même pas mal de similitudes dans nos façons de fonctionner, dans nos façons de penser, et même dans notre histoire de vie. Même si bien sûr elles sont différentes, il y avait quand même pas mal de points communs. Et ce que j'ai pu constater, c'est que là où moi je pensais que ça pouvait être des faiblesses, les mêmes caractéristiques, les mêmes façons de fonctionner qu'il avait, lui en a fait des forces. Et si lui a transformé ça en super pouvoir, ça voulait dire que moi aussi, et qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais déjà en train de le faire. Donc là, me comparer à lui, c'était plutôt un moteur. C'est-à-dire que en l'observant lui et en me comparant à lui, ça m'a donné envie de progresser sur certains domaines, d'apprendre sur d'autres choses, d'avancer en fait, et de me dire, bon, si lui peut y arriver, moi aussi je peux. Pas forcément de la même façon, pas forcément avec les mêmes outils, mais c'est possible en tout cas. Donc là, la comparaison, pour moi, m'a servi de moteur. Par contre, pour moi, ça sous-entend aussi être OK avec ce qui se passe dans sa vie. Et je reprendrai un exemple tout à l'heure pour appuyer cette idée, que la comparaison peut être un moteur à partir du moment où on est OK avec qui on est et ce qu'on est en train de traverser actuellement, au moment de la comparaison. Un autre exemple m'est venu aussi, où la comparaison a été bénéfique, c'est lors d'un voyage au Sénégal. C'était la première fois que je mettais les pieds sur le continent africain, première fois que j'allais au Sénégal, donc que je rencontrais la culture africaine vraiment en plein dedans, puisque j'ai été plongée pendant 10 jours avec un groupe de Sénégalais absolument extraordinaire. Et c'est en discutant et en comparant nos façons de penser, nos façons de fonctionner, nos façons de cuisiner ou de conduire, qu'on a pu apprendre à se connaître. Et c'était super enrichissant. Là, la comparaison, c'était pas pour émettre un jugement sur ta façon de fonctionner et la mienne, enfin, il y en a une qui est mieux que l'autre. C'était comparer pour
mieux comprendre l'autre et d'où ça venait et comment ça pouvait se mettre en place, ces différentes façons de penser et en quoi elle était bénéfique pour eux et en quoi ma façon de penser était bénéfique pour moi. Je vais prendre l'exemple très précis. Au moment de rejoindre l'aéroport pour partir, pour quitter le Sénégal et revenir en France, on a crevé. Un pneu qui a crevé. Donc, on est trois Français dans la voiture, deux Sénégalais qui connaissent très bien le fonctionnement. Forcément, je vais prendre mon exemple à moi, mais mon esprit qui me dit, oh là là, on a autant de temps pour arriver à l'aéroport, pour s'enregistrer et pour décoller. Si je décolle pas, comment je fais pour rentrer? Enfin bref, voilà, mon cerveau qui tout de suite se met en action. Le chauffeur, plus là. Je regarde autour de moi, le chauffeur n'était plus là. Et donc celui qui gérait notre groupe euh, prend son téléphone, prévient les deux autres voitures parce qu'on était un groupe. Et lui, ça va, il a l'air de gérer. Sauf que moi, un peu moins bien. Et on a la chance d'avoir un policier qui s'arrête, qui nous demande ce qui se passe. Enfin, tout ça, ça se passe en Wolof entre eux, mais tu comprends l'idée, quoi. Le policier qui arrive à te trouver une voiture dans les 3 minutes, une voiture avec un chauffeur qui est prêt à t'emmener à l'aéroport avec tous tes bagages. Et celui qui gère le groupe dit au policier, non mais ça va aller, on va réparer. Et là, tu vois la voiture qui s'en va, le policier qui s'en va, toi au bord de la route avec tes bagages. En plus, on était dans une bretelle d'insertion pour l'autoroute. On se faisait klaxonner de toutes parts, comme si on avait choisi d'être à l'arrêt à cet endroit-là, mais bon, bref. Et je vois le chauffeur qui répare le pneu en 10 minutes, c'est plié, hein, pour dire. Mais il y a moi son truc où j'ai regardé l'organisateur en lui disant, enfin, j'ai rien dit, mais je comprenais pas. Je comprenais pas sa décision. Et au moment de remonter dans la voiture, donc c'est réparé, on cherche à mettre les bagages dans la voiture, sauf que le chauffeur, quand il était parti récupérer le pneu de secours dans une autre voiture. Parce qu'en fait, il avait sorti la roue de secours de sa propre voiture parce que sinon, il n'y avait pas de place pour les valises. Sauf que là, il fallait remettre les valises et le pneu crevait. Donc forcément, ça rentrait pas. Et je voyais le mec qui forçait sur le coffre. Donc on a proposé de prendre une des petites valises avec nous, etc. Mais non, en fait, le chauffeur s'est vertué à vouloir absolument tout faire rentrer et il a réussi. Et en rentrant dans la voiture, je dis à l'organisateur, mais je dis, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi il n'a pas tout simplement pris la valise à l'intérieur et on aurait pu partir un petit peu plus vite? Et il m'a regardé, il me dit, et t'as pas envie de te dire qu'en fait c'est son métier et qu'en fait il a envie que tout le monde soit confortablement installé dans la voiture? Et là, clouer le bec. Je me suis dit, bah ouais, en fait, on n'a pas la même façon de penser. Lui, c'est son pays, c'est sa mentalité. Il gère, en fait, il sait ce qu'il fait. Et même à un autre moment, il me dit, mais il fait, si t'avais eu des fusils à la place des yeux, il fait, je pense que je serais plus là aujourd'hui. Il fait, mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Et je lui ai expliqué que moi, en voyant le fait qu'on avait un timing pour rejoindre l'aéroport et que ça risquait d'être compliqué, qu'en plus le chauffeur avait disparu et que j'avais aucune idée de où il était et pourquoi il avait disparu, qu'en plus le policier qui nous trouve une solution, le fait de dire non et de dire c'est bon, on va se débrouiller. Ouais, mais sauf qu'en fait, on a crevé un pneu, mais il y en a trois autres qui peuvent crever d'ici là. Et en fait, j'ai expliqué ma façon de penser. Et on a comparé comment moi j'ai pensé à ce moment-là et comment lui a pensé à ce moment-là. Et en fait, c'était totalement OK. J'ai pensé avec comment ça se serait passé pour moi en France et j'étais face à comment ça se passait là-bas au Sénégal. Et en 3 minutes, il y a quelqu'un qui propose de t'emmener. En France, je ne suis pas certaine que ça arrive. En comparaison, il y a une immense solidarité là-bas. Là-bas, il te manque une voiture, tu passes 3 coups de fil et tu as ta voiture. C'est juste impressionnant. Enfin, j'ai vécu des situations où d'un claquement de doigts, tout se résolvait. Là où, si je comparais avec la France, ça aurait pris plusieurs heures, voire plusieurs jours.
si c'est pas plusieurs semaines d'ailleurs. Donc c'est vraiment en comparant nos façons de réagir à ce moment-là que c'était super intéressant d'en apprendre davantage sur leur façon de vivre et aussi d'observer, moi, comment je fonctionnais. Donc là, la comparaison, c'est bénéfique dans le sens où ça m'a permis d'apprendre à me connaître, moi, dans cette situation et d'apprendre aussi à connaître leur façon de penser et puis sur plein d'autres choses. Là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et dans des situations un peu plus générales, ça t'est certainement déjà arrivé de discuter avec quelqu'un qui n'avait pas le même point de vue que le tien. Moi, je prends l'exemple d'un ami avec lequel on a eu des conversations où très souvent d'ailleurs, on n'était pas d'accord, on n'avait pas le même avis, mais c'était super enrichissant de comparer son point de vue sur la situation et le mien. Donc là, la comparaison, c'était super intéressant parce que ça m'apprenait j'ai appris à le connaître un petit peu plus et aussi à m'interroger moi. Est-ce que ma vision des choses est claire? Est-ce qu'elle est juste? Est-ce que mon positionnement est juste? Donc là encore, ça m'a permis, moi, de me connaître, de valider ou pas si j'étais au clair avec ma vision des choses. Et ce qui est super intéressant dans ces cas-là, c'est de voir aussi que la comparaison peut être bénéfique à condition que tu ne sois pas dans un échange où tu es dans le jugement de l'autre ou si tu essayes de le convaincre. Parce que là, en effet, on est sur un autre domaine. Mais la comparaison peut être soit un moteur, parce qu'elle peut t'inspirer, elle peut te donner envie d'avancer et de te lancer, et ça peut être aussi un moyen de connaître l'autre, de se connaître soi aussi, à partir du moment où elle est sur des bases saines. Maintenant, comme il y a un équilibre dans toute chose, s'il y a des bénéfices, il y a aussi des inconvénients et qui sont peut-être un peu plus faciles à trouver encore, et c'est peut-être ceux qui te sauteront aux yeux plus facilement. Moi, je me suis observée et j'ai eu tendance pendant pas mal de temps à me comparer, et ça m'arrive encore maintenant. Maintenant, ce qui est intéressant de constater, c'est que je vais reprendre la notion de système de valeurs que j'évoquais dont je parlais dans le premier épisode. Très souvent, quand on se compare à quelqu'un, on va se comparer à un système de valeurs, à un mode de vie qui n'est pas en adéquation avec le nôtre. Je vais prendre l'exemple. Si je me compare à Lucille Woodward, voilà, c'est une super nana qui fait des vidéos de sport depuis des années, enfin voilà, je la suis depuis des années, j'adore son énergie et ce qu'elle fait. Maintenant, aujourd'hui, si je me compare à elle, il y a de fortes chances que je me sente mal, parce qu'on n'a pas du tout le même physique, elle et moi. Mais si je regarde de plus près, elle a certainement dans ses valeurs hautes le sport, c'est assez facile à identifier. Sauf que moi, le sport, c'est une valeur qui est apparue assez tardivement dans ma vie, par rapport à elle très certainement, mais aussi là où elle, le sport et le fait de se maintenir en bonne santé par l'activité physique et la bonne alimentation, c'est une valeur haute qu'elle a depuis 20-30 ans et qu'elle a en permanence dans sa valeur haute. Moi, si c'est arrivé quand j'avais 20 ans et qu'en plus c'était pas en valeur haute en continuité jusqu'à maintenant, me comparer à elle, ça n'a aucun sens. Ça va juste générer de la souffrance. Donc si je me compare à elle en me disant je veux être comme elle, je veux avoir son physique, je veux avoir son énergie et son dynamisme, je vais appliquer à la lettre son mode de vie, je vais appliquer à la lettre ses conseils, sauf que puisque ça ne répond pas, ça ne correspond pas à mon système de valeurs, non seulement je risque de ne pas avoir les mêmes résultats qu'elle, ou du moins pas aussi vite, mais en plus je vais m'imposer un mode de fonctionnement et un mode de vie qui ne correspond pas à mes valeurs. Si là, moi, mes valeurs, c'est pas du tout le sport, je vais juste générer de la souffrance. Donc, je vais me comparer à un système de valeurs qui n'est pas le mien. Je vais chercher à m'adapter à un système de valeurs qui n'est pas le mien. Je peux prendre un autre exemple. Si moi, en ce moment, je passe beaucoup de temps chez moi à préparer mon podcast, à rédiger mon mémoire, et que la copine d'à côté, elle sort 3 soirs par semaine et vas-y que je m'éclate, que je fais des restos et que je vais voir les copains et que je me marre. Si je me compare à elle,
Je risque de me dire: «Ah ouais, faudrait que je sorte un peu plus, faudrait que je voie un peu plus les amis, les copains, je suis en train de m'enterrer dans ma grotte. Faudrait que je développe ma vie sociale». Oui, mais si je me compare à ça en sachant que c'est pas du tout ce qui me nourrit en ce moment, je vais juste générer de la souffrance. Si je me mets à sortir 3 soirs par semaine, où je risque d'être fatiguée, de pas du tout être en forme et de manquer de dynamisme pour rédiger mon mémoire ou pour préparer mon podcast, si je vous fais un épisode de podcast en bâillant, je vais pas être satisfaite. Donc je ne vais pas nourrir mes valeurs à ce moment-là. Donc très souvent, quand on se compare, il y a de fortes chances qu'on se compare à quelqu'un qui n'a pas le même mode de vie que nous, qui n'a pas le même système de valeurs. Ça revient à vouloir porter absolument des chaussures taille 37 alors qu'on fait du 39. Ça n'a aucun sens. Et ça fait mal aux pieds. Et ben là, c'est pareil, ça risque de générer de la souffrance. Autre élément que je trouve important aussi à souligner, c'est que quand tu te compares à quelqu'un, tu vas te comparer seulement à une petite partie de sa vie, à quelques éléments que cette personne te donne à voir. Parce que très généralement, même si c'est un de tes meilleurs potes ou si c'est un membre de ta famille, il y a peu de chances que tu connaisses absolument tout de sa vie, de son état d'être actuel, de ce qu'il traverse sur le plan professionnel, personnel, sentimental. Ça m'étonnerait que tu connaisses absolument tout. Donc tu vas te comparer seulement à quelques éléments, à juste une infime partie, juste à ce que la personne te donne à voir et dans ce cas-là, tu te compares à une illusion. Tu as une vision biaisée de la situation et de ce que vit l'autre et de la personne à laquelle tu te compares. Il y a un exemple qui me vient, c'est, je pense à Caroline Receveur, influenceuse sur Insta et tout ça. Moi, personnellement, je ne la suis pas, mais à un moment donné, dans mon fil d'actualité, euh, il y a quelque chose qui a apparu et j'ai trouvé ça super intéressant à ce moment-là. Parce que si tu suis Caroline Receveur depuis des années, que tu suis absolument tout ce qu'elle fait. Donc voilà, elle vit à Dubaï, là où il fait beau, où il fait chaud. Elle a l'air épanouie dans son couple, avec son enfant, ça a l'air de très bien se passer. Elle a ses business, ça tourne. Elle est magnifique. Bref, tout va bien pour elle, en apparence. Seulement à un moment donné, quand tu la suis et que tu vois apparaître un post dans lequel elle explique que ça fait plusieurs mois qu'elle est en soins pour un cancer. Là, tu te rends compte que ces cheveux magnifiques auxquels tu étais en train de comparer les tiens, c'est une perruque. Donc à ce moment-là, tu te rends bien compte que tu te compares juste à une toute petite partie, qu'à ce que la personne veut bien te montrer. Parce qu'en général, on va plutôt te montrer le positif. Je pense notamment sur les réseaux sociaux. La nana va plus te montrer quand elle est en train de faire sa séance de sport que quand elle est dans le canapé en train d'avaler la pâte à tartiner à la petite cuillère. Même si ça, se montre de plus en plus, ce côté un peu vraie vie, voilà. Donc la comparaison en soi, il y a des bénéfices quand elle peut être moteur, quand elle peut être source d'enrichissement, de connaissances par rapport à d'autres personnes ou voire soi-même. Mais ça peut être aussi un poison à partir du moment où on se compare à quelqu'un d'autre qui n'a pas le même système de valeurs ou en perdant de vue l'idée qu'on se compare seulement à un petit bout de la vie de quelqu'un. Je me suis aussi posé la question de savoir pourquoi, qu'est-ce qui nous poussait à nous comparer. Alors, on l'a vu, ça naît assez tôt dans l'enfance, avec la scolarité, c'est plutôt accentué. Mais qu'est-ce qui, encore aujourd'hui, me pousse à me comparer? Ce qui me vient, c'est pour me situer. La comparaison me permet de me situer. Et là encore, ça peut être piégeux. Si mon but c'est de me comparer pour me rassurer, ça peut être le cas, comme ça peut faire tout l'effet inverse. Je m'explique. J'ai cette phrase qui revient de mes cours de sciences d'économie et sociale, c'est on ne compare que ce qui est comparable. Je vais prendre un exemple concret de moi qui crée ce podcast. Si là me vient l'idée de me comparer, en sachant que je n'ai pas écouté beaucoup de podcasts, j'en ai écouté 2 ou 3 et encore sur des sujets qui n'ont rien à voir avec ceux que moi j'aborde.
Si je veux me comparer et que je vais aller voir les podcasts d'une nana qui fait ça depuis 3 ans, 5 ans, il y a de fortes chances que je me sente mal à la fin de cette comparaison. Il y a de fortes chances que je ne me sente pas à la hauteur. Parce que si je me compare à elle, moi qui suis débutante et elle qui a 3 ou 5 ans d'expérience, forcément je n'ai pas acquis les mêmes compétences qu'elle. Si j'ai envie de me situer clairement dans l'univers du podcast, pour établir une comparaison saine et pour comparer que ce qui est comparable, je devrais prendre une nana qui a débuté en même temps que moi, qui aborde plus ou moins les mêmes sujets et comparer où elle en est en termes de visuel, en termes d'audience, en termes de diction, en termes d'éloquence, etc. et de présence dans son podcast. J'ai cette image-là qui me revient et c'est quelque chose qui me frappait déjà en tant qu'enseignante. C'est si tu mets un singe, un poisson, un pingouin et un éléphant et que tu leur demandes à tous et que tu les évalues tous, que tu les compares sur leur capacité à grimper à l'arbre, on risque d'avoir un problème. Et la question de la pertinence de la comparaison à ce moment-là se pose. Et on se rend bien compte que c'est pas pertinent du tout, que c'est même complètement incohérent. Et c'est là où le système de distribuer les notes à voix haute devant tout le monde en établissant un classement, c'est ce que je disais plus haut. Ce qui aurait été intéressant, c'est de me situer moi par rapport à mon évolution personnelle. En me comparant à l'autre par rapport à ses notes, je me compare à quelqu'un qui n'a pas forcément les mêmes compétences que moi, ou qui ne les a pas acquises encore, ou qui peut-être ne les acquérira jamais. Si je me compare à Lucille Woodward et que je compare mon physique au sien, on n'a pas le même. C'est pas la même mayonnaise du tout. Mais forcément, on n'a pas le même mode de vie. On n'a pas la même intensité dans le sport et dans l'alimentation, on n'a pas non plus les mêmes fonctionnements. Si je me compare à quelqu'un, pour me rassurer, je dois veiller à ce que la comparaison se fasse à partir d'un même point de départ, ou alors en ayant conscience, et là je rejoins ce que je disais un peu plus haut, qu'on est OK avec là où on en est dans notre vie. Concernant le podcast, j'ai bien conscience que je suis débutante et que que je n'ai pas les mêmes compétences que quelqu'un qui fait ça depuis plusieurs années. Et c'est OK. Donc, je peux aller me comparer à quelqu'un d'autre, mais là, la comparaison, si elle est saine, en effet, peut me servir de moteur. Maintenant, comment on peut éviter de se comparer en permanence aux autres? Alors, je n'ai pas la solution. J'ai juste réfléchi pour moi ce qui serait important pour moi pour éviter de me comparer à quelqu'un. Et aussi dans l'optique de te proposer une petite mise en pratique, un petit exercice pour pas que ce soit juste un podcast théorique et de blabla. J'ai envie de te proposer un exercice que je vais faire moi aussi. C'est de prendre un pot ou une jolie boîte que tu peux prendre le temps de décorer et jusqu'à la fin de l'année 2024, une fois par jour, au moins une fois par jour, et si vraiment une fois par jour c'est un peu trop complexe, tu peux le faire, allez, une fois par semaine, mais je pense vraiment que tu peux trouver une fois par jour. Et écrire sur ce petit morceau de papier la raison pour laquelle tu es fier de toi aujourd'hui. L'action ou l'inaction d'ailleurs, pour laquelle tu es fier. Ça peut être des choses qui te paraissent, toi, là, à l'heure actuelle, complètement bidons. Je suis fière de moi parce que j'ai préparé un bon repas pour ma famille. Je suis fière de moi parce que j'ai pris le temps d'aller prendre un bon bain. Je suis fière de moi parce que j'ai passé ce coup de fil alors que ça fait 3 mois que je dois le passer. Je suis fière de moi parce que j'ai fait ma séance de sport. Je suis fière de moi parce que j'ai osé dire non aujourd'hui, parce que j'ai quitté le travail à l'heure pour passer du temps avec mes enfants ou pour m'accorder une demi-heure de lecture pour moi. Ça peut être des petites choses comme des grandes choses liées à ton business. Aujourd'hui, je suis fière de moi parce que j'ai osé proposer mon offre en ligne. Je suis fière de moi parce que j'ai osé poster un premier épisode de podcast. Vraiment, ces petites choses qui te ramènent à toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va te permettre de te rendre compte que tu as les capacités, les compétences pour faire ce qui est important pour toi, sans aller chercher la comparaison avec la copine, la nana sur Instagram, le voisin ou ta mère ou ton patron. Juste revenir à toi et à ce qui est important pour toi et toutes ces petites choses du quotidien que tu vas
mettre en avant, que tu vas valoriser, ça va te permettre de te rendre compte que tous les jours, tu fais quelque chose qui est important pour toi et qui est en adéquation avec ce que tu as envie de vivre et pas avec ce que le voisin a envie de vivre ou ce que la copine pense qu'il serait bien de vivre pour toi. Donc revenir à toi avec ce petit exercice, donc tous les jours, au moins une action ou une inaction, quelque chose pour laquelle tu es fier de toi. Et c'est avec cet exercice que j'ai envie de finir cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, je n'ai rien d'autre à te dire à part que tu es unique et magnifique et que c'est parfait comme ça.